Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle session d'actualité sur Maïcha Télévision. Au sommaire de cette édition, Dioncounda Traoré en tournée dans le nord du Mali. Le président du Mali est allé à Konna et à Sévaré pour apporter sa compassion aux populations qui traînent encore des séquelles de l'occupation des djihadistes. Et puis, c'est par le biais d'une campagne de vaccination que la Guinée-Conakry a décidé de juguler la maladie de la méningite de son pays. Du matériel roulant et des armes pour les soldats maliens, ces équipements mis à leur disposition permettront de mieux sécuriser et de défendre le territoire malien. Le département en charge de la défense de l'intégrité territoriale vient de doter Tombouctou en moins matériel conséquent. Au total, une centaine de camions et de pick-up flambant neufs. Les hommes sont désormais dans les meilleures dispositions pour combattre, traquer et neutraliser les forces du mal. Ces véhicules tout-terrain, équipés d'armements lourds, ont été livrés afin que les soldats accomplissent leur devoir avec honneur, dignité et détermination. La particularité des véhicules Kia, équipés des armes 4-5 bits, qui nous permet effectivement de renforcer nos capacités et réussir en même temps 3 missions, à savoir renforcer plus 3 ou plus 4 et certains checkpoints, assurer la sécurité de la ville de Tombouctou et nous permettre de nous projeter pour des patrouilles à plus de 800 km de Tombouctou. Pour une sécurisation efficace du camp, le commandement a acquis un nouveau groupe électrogène de 35 kVA. Actuellement, avec ce groupe connecté sur des projecteurs de plus de 400 watts, nous avons la sécurité à 90% du camp et ensuite une meilleure participation des conditions de travail des hommes. Parce que la bureautique étant liée à l'électrification, donc là on peut dire que ce groupe est salutaire pour tous les camps. Ceci répond au souci de mettre les éléments dans les conditions leur permettant de répondre présent au lieu et en temps opportun. Le président du Mali est en tournée dans le nord Mali. Dioncounda Traoré s'est rendu à Konna et à Sévaré ce week-end pour rassurer ses concitoyens. Au cours du déplacement, il a procédé au baptême d'une rue et rendu visite aux forces coalisées. Compte rendu. À Konna, c'est un accueil des plus chaleureux qui a été réservé au président de la République par intérim et à sa délégation. Signe d'une quiétude retrouvée, la visite du chef de l'État dans cette ville martyre de la barbarie terroriste est tout un symbole. En effet, l'histoire du Mali retiendra que c'est à partir de cette ville que s'est ouvert en janvier 2013 le tout premier front de la guerre de libération du pays. Et c'est ici également que le premier soldat français est tombé sur le champ d'honneur, lieutenant Damien Boiteux. Depuis, ce nom est devenu très célèbre ici comme partout ailleurs au Mali. C'est pour immortaliser ces soldats français que les autorités communales de Konna ont décidé de donner son nom à une rue. Le conseil communal a décidé de baptiser la rue allant du débarcadère au carrefour au nom du soldat Damien Boiteux. Ce soldat français qui a perdu sa vie dans la bataille pour la libération de notre ville. La rue Damien Boiteux, l'une des principales artères de Konna, au débarcadère, l'épicentre des affrontements. Et voici ce qui reste du port de pêche de la ville. En dévoilant la stèle, le chef de l'État a affirmé que le sacrifice de Damien Boiteux ne sera pas vain. Dans le monde entier, le nom de Konna est synonyme d'abord de ville martyre, mais ensuite de ville héroïque. Le Mali, bâti sur des valeurs auxquelles nous tenons tant. Ce Mali, pour rien au monde, nous n'aurions accepté qu'il soit détruit, qu'il soit saccagé, qu'il soit mutilé par des agresseurs venus d'ailleurs. Dès qu'on parle de Konna, on parle de l'héroïsme des soldats maliens et surtout du sacrifice de nos amis et de nos frères de par le monde. Konna, c'est bien la ville dont la libération a coûté la vie au premier soldat français qui a foulé le sol malien. Je veux parler du lieutenant Damien Boiteux.
Damien Boiteux qui aujourd'hui représente tous ceux qui sont morts pour le Mali, tous ceux qui sont morts pour l'Afrique, tous ceux qui sont morts pour la paix et la sécurité dans le monde, tous ceux qui sont morts pour que l'humanité continue d'avancer dans la bonne direction. Le président de la République a assuré sous des applaudissements nourris que la ville de Konan sera reconstruite dans les meilleurs délais. Professeur Dioncounda Traoré a visité les bureaux, du moins ce qui reste des bureaux du sous-préfet de Konan, l'autre théâtre des affrontements. Le président Traoré a rencontré à Konan comme à Mopti les notabilités avec qui il a été surtout question des conseils et des prières afin de conjurer la crise sécuritaire dans notre pays. Mogadiscio a été le théâtre d'un attentat suicide provoquant ainsi la mort de 11 personnes. Cet attentat a été revendiqué par les Chebabs islamistes liés à Al-Qaïda au Maghreb. Le convoi de responsables gouvernementaux est passé dans ce quartier animé de Mogadiscio lorsqu'un kamikaze a précipité son véhicule chargé d'explosifs contre la délégation. Plus de 5 personnes sont mortes et il y a plus de blessés encore. La voiture piégée visait le convoi du ministre de l'Intérieur, mais le ministre a survécu. Pour l'heure, le bilan fait plutôt état de 11 morts. Il semble qu'aucun officiel n'ait été tué. Le convoi escortait une délégation gouvernementale du Qatar en visite en Somalie. Pas de blessés parmi eux. Leur voiture était lourdement blindée. En revanche, du côté des civils, il y a eu des victimes. J'ai vu plein de personnes allongées sur le sol et la plupart d'entre elles étaient blessées. Elles hurlaient. J'étais sous le choc. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais samedi, un des chefs du groupe islamiste, les Chebabs, appelait à augmenter le nombre d'attentats suicides contre le régime somalien. Autre hasard du calendrier, dans 2 jours, une conférence internationale doit se tenir à Londres pour aider une Somalie dévastée par plus de 20 ans de guerre civile. La Guinée-Conakry est en proie à une épidémie de méningite, un état de fait qui décide les autorités du pays à lancer une campagne de vaccination contre cette maladie épidémique. Dans cette chambre froide, 63 000 vaccins contre la méningite. La riposte à l'épidémie qui frappe la Guinée depuis 4 mois. 400 cas ont été recensés, 41 décès enregistrés. Ce n'est pas le premier épisode de ce genre. La Guinée fait en effet partie de ce que l'on appelle la ceinture méningitique, une zone allant du Sénégal à l'Éthiopie. Mais cette fois, ce qui est nouveau, c'est la souche. Cette épidémie est due à une souche de bactéries qui est une première en Guinée. Je veux parler du Neisseria W135, c'est la première fois qu'on dépiste, qu'on diagnostique ce cas en République de Guinée. Le nord-est est particulièrement touché avec 3 foyers, une zone déclarée prioritaire. Les soins pour les malades y sont gratuits et c'est dans cette région que la campagne de vaccination va être menée. Mais à $6 la dose, les autorités ne font que parer au plus pressé. C'est une question de budget aussi. Nous pensons limiter le dégât et puis suivre la progression de la maladie. Il s'agit d'un vaccin qui est très cher. Après cette solution d'urgence, la Guinée compte lancer une vaste campagne de vaccination l'an prochain. Plus de 3 millions de personnes devraient être concernées. Le 5 mai, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la sage-femme. Une occasion de faire connaître ce métier de donneuse de vie. Le Sénégal, et précisément à Saint-Louis, est tout aussi dévouée à la tâche, même si le ratio exigé par l'OMS ne leur permet pas d'être au chevet de toute la communauté. Compte rendu. Aux manettes de l'échographie, une sage-femme. Cette technique d'exploration médicale permet de suivre une grossesse. Dans une salle d'accouchement, une autre s'occupe d'un nouveau-né. Les sages-femmes interviennent à différents niveaux. Les sages-femmes jouent un rôle capital dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Vous savez, les sages-femmes font les consultations prénatales, elles font les accouchements, elles font les consultations postnatales. Comme tout à l'heure, on a vu une sage-femme faire une échographie. Donc la sage-femme joue un rôle capital pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. L'importance de ces tâches montre tout l'intérêt qu'il y a à avoir un nombre plus élevé de sages-femmes. Or, pour toute la région de Saint-Louis, elles sont moins de 80. Les normes de l'OMS veulent qu'une sage-femme s'occupe de 300 femmes en âge de reproduction. Mais actuellement, au niveau de la région, nous sommes à une sage-femme pour 3276 femmes en âge de reproduction. Donc, vous voyez donc que nous sommes loin
de l'atteindre. Il y a un grand fossé entre les normes et ce qui existe au niveau de la région. Saint-Louis est réputé pour son climat doux, mais l'intérieur est moins clément. Déjà, il y a l'éloignement, c'est un milieu très éloigné, avec des conditions climatiques très difficiles. Il y a le vent, la poussière, une chaleur excessive. Est-ce une raison valable pour refuser une affectation? J'incite les sages-femmes à aller dans les régions enclavées parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de notre aide vraiment. La charge de travail par sage-femme est trop importante. Augmenter leur nombre, c'est réduire la mortalité maternelle et néonatale. Même le décès d'une femme pose problème. Le slogan de la sage-femme, c'est d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Ces dernières années, les efforts de l'État et de ses partenaires ont permis de relever un peu plus les indicateurs de la santé de la reproduction, mais on est toujours loin du compte. Au Niger, la célébration de la journée de la femme a donné lieu à un concours dénommé Maman en or. Il était destiné à désigner la meilleure sage-femme de l'année. La cérémonie de remise de diplômes et de distinction aux lauréates a été placée sous le parrainage de la première dame du Niger. Placée sous le parrainage de la première dame, Dr Issoufou Malika, la 3e édition de Maman en or à l'honneur de la sage-femme exerçant en milieu rural a mis en compétition. Cette année, 8 sages-femmes, toutes Maman en or, car ayant été choisies chacune meilleure sage-femme de sa région d'exercice. Pour cette 3e édition, c'est Madame Emeline Hadiza de la région de Tawa qui a remporté le trophée Maman en or. Elle a été gratifiée de plusieurs cadeaux, dont un billet d'avion pour le Hajj 2013 offert par le groupe Al-Izza, 300 000 francs CFA de la part du ministre de la Santé publique, 200 000 francs offerts par Anima Soutra et un foyer Nyala. Elle était suivie par Madame Adakin Tamalam de Niamey et de Madame Ousmane Aïssa de Difa pour la 3e place. Mon sentiment, c'est la joie, la fierté. Le conseil que je donne aux collègues sages-femmes, c'est de vraiment de bien travailler, être patiente envers les femmes. Maman en or est une initiative de l'association Jeunesse Production visant à promouvoir la culture de l'excellence au Niger. Jeunesse Production, qui est une structure créée par des jeunes Nigériens soucieux de devenir de notre cher pays, le Niger, a pris comme domaine pour cette 3e édition Maman en or, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et l'Association des femmes du Niger, celui de la santé, plus précisément les femmes qui exercent le métier de sage-femme en milieu rural, surtout que nous savons la femme la plus vulnérable est celle qui vit en milieu rural. Maman en or 2013 est aussi l'occasion de distinguer les meilleurs coachs des écoles de Marie, des régions notamment de Dosso, Tawa, Maradi et Zender, qui contribuent beaucoup à la santé de la reproduction. Cette initiative cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement de la 7e République, selon le ministre de la Santé publique. Nous sommes heureux de nous retrouver pour rendre hommage à la sage-femme nigérienne, cette actrice incontournable de notre société qui force respect et admiration. Chères sages-femmes, je voudrais en cette circonstance vous réitérer l'engagement des plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, à vous soutenir et à vous accompagner dans votre tâche quotidienne d'amélioration de la santé du couple mère-enfant. Il s'agit là d'une démarche qui cadre parfaitement avec les objectifs du gouvernement de la 7e République, qui prône l'excellence et reconnaît le mérite de chacun. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, le thème de cette année qui est « Le monde a besoin de la sage-femme aujourd'hui plus que jamais » trouve toute sa pertinence au regard de l'engagement du gouvernement de la 7e République qui, comme décliné dans la déclaration de politique générale de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement, fait de la santé des femmes et des enfants son cheval de bataille, en témoignent les nombreuses initiatives prises en faveur de ce couple. La présente édition Maman en or
vise plusieurs objectifs, dont entre autres, encourager les sages-femmes à se donner encore plus au métier, inciter les sages-femmes à servir en zone rurale, distinguer les meilleurs animateurs, coachs et modérateurs des écoles de Marie des régions des Indères et Maradi. Un autre mot fort de cette cérémonie, c'est la remise d'un trophée de reconnaissance à la première dame, Dr Issoufou Malika, pour sa contribution à la réussite de ce grand événement. Il en est de même pour le ministre de la Santé, Soumana Sanda, qui à son tour a été honoré d'un autre trophée. Cette cérémonie a été également mise à profit pour distinguer les meilleures cotes des écoles de Marie. Elle a été par ailleurs marquée par des prestations des artistes locaux et étrangers. En Côte d'Ivoire, en dehors de la reconnaissance de leur savoir-faire, les Ivoiriens ont surtout mis l'accent sur le comportement désagréable de certaines sages-femmes. Suivons ensemble ces témoignages. On pourrait dire qu'elles sont des sœurs, des mamans. Et d'autres, par contre, quand on va accoucher, elles se mettent à crier sur les gens, elles se mettent à dire des trucs. Souvent, la douleur fait qu'on se met à pleurer, à crier. Elles se mettent à crier, elles se mettent à insulter les gens. Et donc, on voit un peu ce comportement-là. Sinon, d'autres aussi, par contre, quand tu vas, ton courage. En tout cas, en un mot, je leur dis aussi merci et félicitations, bravo à elles. Et le matériel aussi. Il faudrait que l'État aussi apporte un apport pour qu'on puisse au moins avoir accès facilement à l'accouchement. C'est un métier noble, mais j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les sages-femmes ne sont pas accueillantes, pas du tout. Souvent, tu vas à l'hôpital par rapport à peut-être un accouchement, tu es mal reçu, alors qu'avec l'accouchement, tu es stressé déjà. Et quand tu arrives là-bas, ça ne te donne même plus le courage. Elles ne sont pas gentilles. Vraiment, c'est ça, c'est mon point de vue. Peut-être il y a quelques exceptions, mais vraiment, le plus souvent, elles ne reçoivent pas bien. Les sages-femmes, c'est eux qui donnent la vie. C'est eux qui, disons, la première personne à voir le bébé naître. Je leur rends vraiment gloire. Mais je souhaiterais qu'elles redoublent encore d'ardeur dans leur travail, puisque c'est un métier noble. Vraiment, ce n'est pas tellement ça. Souvent, quand les femmes arrivent, elles laissent la charge aux filles de salle. Plus souvent, il faut t'occuper. Et puis elles sont assises. Pas normal. Quand les femmes s'en vont accoucher à l'hôpital, bon, souvent, il y a des femmes qui ne prennent pas soin des autres, parce qu'il y a d'autres, leur accouchement est un peu difficile. Bon, quand c'est difficile comme cela, il y a d'autres qui ne savent pas les blaguer, comment on fait pour accoucher. Il y a d'autres qui font la violence avec eux. Donc, ma camarade là, quand elle a accouché, bon, elle a un accouchement difficile, bon, quand elle a accouché difficile, bon, la femme là, l'a giflé. La plupart, elles ont un mauvais traitement envers les femmes qui sont en salle d'accouchement. Le traitement n'est pas ça. Souvent, soit elles sont en train de regarder des films, elles ne s'occupent pas des femmes qui sont en travail. L'accueil n'est pas bien. On dit qu'elles sont sages-femmes par le nom, mais en réalité, elles ne sont pas sages. Les sages-femmes, vraiment, elles sont insolentes. Elles aiment crier, elles n'accueillent pas bien. Et puis souvent, elles ont une manière de se comporter envers la femme qui n'est pas bien. Donc ça ne nous donne pas le courage d'aller voir les sages-femmes. Parfois accusées d'infliger un mauvais traitement à leurs patientes, les sages-femmes s'expliquent. Quand on pose des questions aux femmes, c'est en salle d'accouchement qu'ils viennent. Mais quand vous allez en consultation prénatale, à la vaccination, à la pesée, les propos sont différents. Pourquoi? Parce que là, elles ont leur bébé, elles sont contentes, ou elles sont enceintes, elles n'ont pas tout le contrainte. Mais dans la douleur, tous les petits gestes que tu vas poser, pour elles-mêmes sont bien, elle va mal prendre ça. Souvent, c'est ce qui se passe. Chacune des sages-femmes vient à son éducation dans le métier. Ce n'est pas tout le monde qui prend le métier à cœur. Il faut le dire, dans tous les métiers, il y a toujours des brebis galeuses. Comment nous améliorons la qualité de nos soins? Vraiment, les femmes sont à l'aise. La sage-femme, comme son nom l'indique, doit être sage. Elle doit surveiller la grossesse, suivre l'évolution et gérer l'accouchement. Aujourd'hui, Journée mondiale des sages-femmes, c'est l'occasion d'interpeller ces accoucheuses professionnelles sur le rôle primordial qu'elles ont à jouer dans l'exercice de leurs fonctions. Cette journée met en lumière ces travailleuses de l'ombre ainsi que leur rôle crucial dans la réduction de la mortalité maternelle. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Maïcha Télévision.